Chers amis, je vais vous dire un mot du socialisme, ou plutôt de la tendance au socialisme qui se manifeste partout. Au fond, le socialisme, c'est de la centralisation. C'est l'État prenant la place des personnes, des familles, des groupements inférieurs pour imposer des décisions. Cette centralisation se manifeste d'abord dans le système économique, mais elle passe de plus en plus aujourd'hui dans le système politique. Dans le système économique, que remarque-t-on en effet? On remarque partout la disparition ou l'affaiblissement, la minimisation des petites entreprises, des entreprises artisanales, de plus en plus des grosses industries. On va s'engouffrer chaque matin, ou au commencement de chaque chiffre, des centaines, des milliers d'ouvriers par la même porte. Que vont-ils faire? Recevoir des ordres et les exécuter. D'où viennent ces ordres? Ils leur sont transmis évidemment par les contremaîtres. Qui prend les décisions? Pas l'ouvrier certainement. Les décisions sont prises loin de lui. Pour quelle chose travaille-t-il? Quel est le but de l'ouvrage qu'il fait? On dira certainement que le but de son emploi, c'est d'obtenir de l'argent pour vivre. Mais quel est le but de l'ouvrage qu'il exécute? Il ne s'en inquiète pas, il n'a rien à y voir. S'il veut s'en mêler, on le prie de se taire, ou bien de s'en aller. Est-ce que c'est cela? Prendre des décisions pour soi-même? Non. Ce n'est pas non plus le moyen de faire un bon travail et d'avoir l'épanouissement de l'individu. Quel est le but du travail? La lettre collective des évêques et archevêques du Québec l'a rappelé. L'homme travaille pour produire des biens utiles, pour créer une vraie richesse qui doit être mesurée d'après les fins humaines qu'elle est destinée à servir. D'après les fins humaines que cette production est destinée à servir. Un peu plus loin, ils disent, par le travail, l'homme domine la matière, humanise la terre. Il continue en quelque sorte l'œuvre de la création en transformant, en rendant utilisables les biens qui furent mis à son usage par Dieu afin qu'il s'en serve pour atteindre sa propre fin. Je voudrais bien savoir si cela s'applique à la plus grande partie du travail qui est exécuté par nos gens aujourd'hui, au travail qui est fait par la grande industrie. Est-ce qu'on peut dire cela, par exemple, de la fabrication de bombes nucléaires ou d'autres engins meurtriers? Est-ce que c'est continuer la création de Dieu pour mettre les biens qu'il a créés à la disposition des hommes, afin qu'ils puissent mieux poursuivre leur fin dernière? Non, évidemment. La centralisation a tout défait cela. La même chose pour ce qui est du développement de la personne de l'ouvrier. La même lettre dit, l'homme doit pouvoir trouver dans son travail un moyen de développer et de faire s'épanouir sa personnalité humaine en disciplinant ses facultés intellectuelles et morales. Aujourd'hui, l'ouvrier dans la grande industrie développe-t-il sa personnalité? Il est robotisé. Je le disais tout à l'heure, il ne prend pas de décision, il n'a pas le droit d'en prendre, il n'a pas le droit de se demander à quoi va servir ce qu'il fait. Il n'y a pas seulement séparation entre l'ouvrier et le patron, il y a séparation entre l'ouvrier et le but de l'ouvrage qu'il exécute. Il n'est plus rien qu'une machine humaine, accrochée souvent à des machines d'acier. Et c'est ordinairement la machine d'acier qui décide du mouvement de la machine humaine. Les évêques disaient, l'agriculteur et l'artisan peuvent aisément faire rendre à leur travail toutes ces possibilités de perfectionnement humain et de mérite surnaturel. Oui, l'artisan et l'agriculteur, mais, ajoutait-il, il n'en va pas de même pour l'ouvrier industriel et la plupart des salariés, car elle est encore vraie dans un trop grand nombre de cas, cette parole de Pie XI,
la matière sort ennoblie de l'atelier, tandis que l'homme s'y corrompt et s'y dégrade. C'est cela dans l'industrie, c'est cela dans l'économique. L'ouvrier est éloigné de l'endroit où se prennent les décisions. Il n'est qu'un exécutant aveugle. Et on est en train de transporter la même chose dans la politique. Vouloir faire prendre des décisions par l'État, par des bureaucrates, à la place des personnes, bien loin des personnes et pour les personnes, des choses qui devraient être décidées par les personnes elles-mêmes, loin de la famille et pour la famille, des décisions qui devraient être prises par la famille elle-même. Et quelle raison donne-t-on pour cela? La même raison qu'on a donnée pour remplacer les petites industries par les grosses industries. Les petites industries ne sont pas capables de lutter financièrement contre les grosses industries. J'insiste sur le mot financièrement. Les petites industries, en effet, n'ont pas accès au crédit auprès des contrôleurs du crédit que n'ont les grosses industries. Et alors, elles font faillite ou périclitent ou végètent. Et dans la politique, c'est la même chose. C'est la même raison qu'on donne pour la centralisation, par exemple, des écoles. Les petites écoles ne sont pas capables de rencontrer leurs obligations financières. Les commissions scolaires ne peuvent pas les rencontrer. Alors il faut les centraliser. Centraliser les écoles, centraliser les municipalités, parce qu'elles ne rencontrent pas leurs obligations financières. Toujours cette question-là, la question de finance. Et au lieu de regarder de ce côté-là, du côté de la centralisation financière, qui entraîne toutes les autres centralisations, l'État regarde vers l'impossibilité financière d'en bas et il dit, eh bien, on va centraliser les décisions, centraliser le tout, et on va tâcher d'avoir la finance au service de l'État, si on ne peut pas l'avoir au service des familles. Eh bien, ça, c'est de travers. Et avec cela, on va certainement vers le socialisme. Il y a longtemps que le crédit social propose le moyen de remettre à la disposition de la population, des membres, des familles et des personnes qui composent la population, de remettre à leur disposition une chose qui leur appartient de droit, le crédit de la société. Le crédit de la société n'appartient pas aux comptables qui l'écrivent. Il appartient à la société elle-même. C'est grâce à la vie en société, à la division du travail, aux échanges et tout cela, que la production peut être abondante. Et le crédit devrait appartenir, de fait, à la société à laquelle il appartient de droit. Appartenir par conséquent à la population et à toutes les personnes qui sont dans la population. Et alors, elles pourraient voir elles-mêmes à leurs affaires. Ce n'est pas par manque de compétences qu'on centralise, pas par manque de compétences des ouvriers, pas par manque de compétences des institutrices, pas par manque de compétences des administrateurs locaux, pas par manque de compétences dans les familles, non. La compétence est là, même avant qu'on centralise à cause de la finance. C'est la finance qui n'est pas au service des personnes et des familles. Les États, les gouvernements ont boudé jusqu'à présent le crédit social. Les syndicats ouvriers l'ont boudé. Aussi que voit-on, dans les syndicats ouvriers, comme dans les gouvernements, comme dans la grande industrie, la tendance de plus en plus poussée vers la centralisation, vers le socialisme. Ne voit-on pas les chefs de syndicats aujourd'hui s'embarquer comme officiels dans le Parti socialiste du Canada, qu'il appelle le nouveau Parti démocratique? Ils vont être présidents de la CTCC, d'autrefois la Confédération catholique des travailleurs, et ils vont devenir un officier dans le nouveau Parti démocratique, comme par exemple M. Picard. Eh bien, si les cadres syndicalistes doivent devenir une pépinière pour les cadres socialistes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne va pas justement pourquoi? Parce qu'on s'est laissé prendre dans cette affaire, repousser le crédit social, accepter la situation financière comme elle est, et puis qu'il y a une centralisation financière qui pousse vers la centralisation des décisions, être ceux qui vont prendre des décisions.
devenir ceux qui vont être les officiers dans le régime socialiste. Mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à libérer les personnes à leur épanouissement, à l'épanouissement des familles, à l'épanouissement des ouvriers, à l'épanouissement de la personne humaine. Non, on s'en va de plus en plus vers l'appauvrissement de la personne humaine. Il y en a qui ont voulu nous dire que le pape Jean XXIII, par son encyclique Mater et Magistra, a approuvé le socialisme. Le pape Jean XXIII n'a pas du tout approuvé le socialisme quand il parle de la personne qui est de plus en plus prise dans des organisations, dans des groupes, à cause de la diminution des distances par les programmes, par le progrès moderne dans les communications. Il a voulu dire que la personne doit pouvoir s'enrichir dans ces associations-là, non pas être étouffée par elles. C'est exactement le contraire. Aussi, il a bien dit, il a bien eu soin de dire qu'il fallait se garder contre ce danger-là. On a traduit son mot par socialisation. On a eu soin de le mettre entre guillemets, mais il y en a qui ne voient pas des guillemets, qui pensent que c'est la socialisation, le socialisme des personnes. C'est faux. C'est l'encyclique du pape a montré concrètement ce qu'on devrait faire pour accomplir le but qui a déjà été exprimé par son prédécesseur, par Pie XII, dans son fameux radio-message de juin 1941 à la Pentecôte. Les biens de la terre ont été créés pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous. Et c'est le devoir des gouvernements d'établir les formes juridiques pour que cette destination universelle des biens soit réalisée. Ce serait cela la haute politique, de voir la distribution des biens qui sont produits de façon à ce que tout le monde y ait accès, au lieu de laisser des gens privés par des conditions financières et de vouloir, à cause de cela, dominer les gens, dominer les personnes, dominer les familles, en faire simplement de simples numéros, de simples robots dans l'économie, de simples serviteurs, de simples esclaves dans la politique.